Alors, rebonjour à toutes et à tous pour ces 24 heures pour rebondir au féminin. Quatrième édition, il est 13 heures et on poursuit ces tables rondes avec cette thématique Elles s'épanouissent, une table ronde et qui réunit Force Femmes avec Julie Mazuet, Les Burnettes, Anne-Sophie Vive, Laure et Leslie qui sont entrepreneurs. Elles vont nous expliquer leur parcours. Et puis Jean-François Rével, pardon, qui est responsable des partenariats institutionnels à l'APEC. Soyez les bienvenus. Bonjour à toutes et à tous, et nous allons démarrer par ce témoignage de Force Femmes. Julie Fabre-Mazuet, vous accompagnez gratuitement les femmes de plus de 45 ans sans emploi dans leur démarche de retour à l'emploi ou de création d'entreprise. Vous êtes responsable au sein de cette association, responsable entrepreneuriat, et il faut préciser que vous êtes seul sur ce créneau des femmes sans emploi de plus de 45 ans. Absolument. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Bonjour. Absolument. Force Femmes est une association qui a été créée il y a 18 ans et qui a pour objectif, comme vous le disiez, de soutenir les femmes de plus de 45 ans inscrites à Pôle emploi depuis moins de 2 ans dans leur démarche d'autonomisation, soit vers le retour à l'emploi salarié, soit vers la création d'entreprise. C'est ça, donc inscrite au chômage depuis moins de 2 ans, indemnisée ou non, faut préciser. Oui. Ça, tout à fait. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas organisme de formation. Donc, de toute façon, ça ne change pas, ça ne change rien à leur suivi de Pôle emploi. D'accord. Donc, vous êtes, le siège est à Paris, dans le 17e, et vous êtes présent dans 8 villes de France? Absolument. Nous avons le siège qui est à Paris, là où est l'antenne Île-de-France, à Paris dans le 17e. Et nous sommes présents également à Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Nantes et Strasbourg. Voilà, donc déjà un beau maillage du territoire. Pardon, alors, que proposez-vous vraiment concrètement? C'est un double accompagnement qui est à la fois individuel et collectif? Absolument. En fait, nous proposons un accompagnement qui peut se décliner en 5 dispositifs. Le premier, c'est l'attribution d'un référent individuel qui, là, en l'occurrence, pour les créatrices d'entreprise, est un chef d'entreprise. Il faut préciser que nos bénévoles sont, pour le coup, des femmes et des hommes. Nous accompagnons que des femmes, mais nos bénévoles sont des hommes et des femmes. Donc, chaque candidate a un référent individuel qui est un créateur d'entreprise. Et elle intègre, premier dispositif. Deuxième dispositif, elle intègre un parcours dans une promotion. Donc là, un parcours de 10 candidates, un parcours qui dure à peu près 3 mois et demi avec un peu plus de 35 ateliers. Par ailleurs, elles ont la possibilité, en plus de ce parcours, de s'inscrire à des ateliers dits plus satellites sur d'autres thématiques. Enfin, elles ont des actions, on leur propose des actions avec nos partenaires. Et dernier lieu, nous organisons des webinaires, à peu près 1 par mois, sur des thématiques différentes. D'accord. Alors, tout type d'activité, du service aux entreprises, service à la personne, c'est ça, 70% à peu près des prestations de services? Oui, nous accompagnons tous les projets, quels qu'ils soient. Encore une fois, les critères pour être accompagnée chez Force Femmes, c'est être une femme, avoir plus de 45 ans et être inscrite à Pôle emploi depuis moins de 2 ans. Mais tous les projets sont les bienvenus. Mais bien sûr, le fait est qu'après 45 ans, les femmes créent plus souvent des sociétés de services que ne reprennent l'industrie. Mais bon. Oui, du commerce aussi, de l'artisanat, c'est ça? Absolument. Ouais, d'accord. Alors, il existe des ateliers, on en parlait déjà depuis ce matin, pour travailler la posture entrepreneuriale. Cette posture, c'est important. Comment vous travaillez ça? Vous travaillez avec… c'est vraiment pour aider aussi plus psychologiquement les personnes, les aider à avoir une meilleure confiance en elles. C'est là-dessus oui, que… En parallèle des ateliers plus techniques, nous avons des ateliers sur la confiance, sur lever les freins à la création, peut-être mettre un petit coup de pied dans certaines croyances, les aider à oser, les aider à aller plus loin. Donc, en plus de l'accompagnement très technique sur le business plan, les choix des statuts juridiques, les stratégies commerciales et communication,
nous avons des ateliers sur qu'est-ce que c'est que d'entreprendre à 45 ans et de devenir chef d'entreprise à 45 ans. Alors la problématique, une des vraies questions aussi que vous avez à traiter avec vos adhérentes, c'est vraiment le développement de l'activité. Expliquez-nous ce qui peut bloquer finalement à cet endroit-là. Il y a aussi le financement, mais c'est lié du reste. C'est à la fois le financement du développement de l'activité. Oui, alors le développement de l'activité, c'est vrai qu'on a beaucoup d'ateliers sur la force commerciale, j'ai envie de dire, sur la démarche commerciale, sur la prospection commerciale, sur comment attaquer un marché, sur comment utiliser son réseau et savoir utiliser son réseau. Ah, zut. Tout va bien. Ah. Alors, on a un petit souci de connexion avec Julie. Elle va très certainement se reconnecter. Je crois que c'est le cas. Voilà. Oui, je vous ai perdu. On a retrouvé Julie. Oui, Pardon, oui. je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc oui, nous avons des ateliers sur le développement commercial et la prospection commerciale, Oui. comme je disais, sur comment utiliser son réseau, savoir attaquer un marché, comme on dit souvent, prospecter, etc. Alors, je crois que 95% des femmes de l'association, en général, créent leur propre emploi. 100%. 100% même. Alors, la réticence, on en parlait juste avant, enfin, c'est un vrai sujet, c'est un peu souvent la frilosité à s'endetter. C'est ce que vous retrouvez parce que souvent ces femmes, à cet âge-là, quelquefois se retrouvent seules, elles sont quelquefois divorcées avec enfants, il faut s'occuper des parents, et donc il y a un impact qui finalement touche 3 à 4 personnes. Donc, et elles créent souvent avec un budget assez réduit. Alors, comment vous pouvez les aider, les accompagner à être un peu plus sûres d'elles et aller surmonter ce problème de sécurisation des financements? En les aidant à faire un business plan complet, un business plan chiffré, un business plan qui tient la route, en les mettant aussi face à la réalité. On a beaucoup d'ateliers sur comment dirais-je, la prise de conscience de ce que va être leur vie d'entrepreneuse et comment est-ce qu'elles sont organisées, comment est-ce qu'elles sont structurées et préparées à pouvoir créer dans les meilleures conditions. Alors, parler d'argent, parler de la confiance en soi, prendre un élan. La nouveauté, c'est peut-être d'être en 100% présentiel maintenant. Alors, on est encore en mixte, c'est-à-dire qu'il y a certains encore en mixte un peu, oui. Parce qu'on a des bénévoles qui font ça pendant l'heure de déjeuner ou depuis leur lieu de travail. Donc, on a encore quelques ateliers en digital. Mais c'est vrai que nous, on est revenu beaucoup en présentiel, notamment parce que, comme vous le disiez, alors là aussi, 100% de nos candidates et le parcours de la création est j'imagine que tout le monde va le dire, est un long parcours et parfois semé d'embûches. Et donc, se sentir entouré, se sentir épaulé, partagé, les retours d'expérience des uns et des autres comptent énormément. Donc, effectivement, nous, il y a beaucoup de nos ateliers qui sont revenus en présentiel. Alors, les femmes de plus de 45 ans, vous l'avez évidemment expérimenté, remarqué, représentent une vraie force pour l'entreprise. Pourquoi? Quand elles créent? Oui, quand elles créent, oui. Parce qu'elles arrivent avec toute leur expertise, tout leur savoir-faire, qu'elles le font souvent en deuxième partie de carrière. Donc, elles ont évidemment une expérience qu'elles vont mettre au profit de leur projet. Et donc, elles sont plus matures et donc peut-être plus réfléchies. Alors, quel est le retour que vous avez de ces femmes une fois qu'elles ont créé leur entreprise, une fois que vous les avez accompagnées? C'est quoi leur retour? Qu'est-ce qu'elles ressentent vraiment au plus profond d'elles-mêmes, vraiment pour leur nouvelle
Alors, nouveau c'est marrant que vous statut? me posiez cette question. Je vois dans le chat que justement, au même moment où vous me posez cette question, il y a un commentaire d'une dame qui est accompagnée sur l'antenne de Bordeaux et qui dit qu'elle recommande vivement parce que les prestations sont vraiment très adaptées avec une Ouais. ambiance et une super aventure humaine. Donc, je pense qu'elles apprécient beaucoup le professionnalisme de notre accompagnement puisque pour être bénévole chez Force Femmes, il ne suffit pas d'avoir le temps ou l'envie, mais il faut avoir une vraie expertise professionnelle dont l'association a besoin. Donc, il y a un vrai professionnalisme incroyable. Et puis, elles ressortent boostées, j'ai envie de dire, parce que non seulement elles ont du coup tous les outils pour monter leur entreprise et également elles ont rencontré d'autres femmes porteuses de projets dans la même situation qu'elles et elles ressortent boostées et prêtes à monter leur entreprise. Mmh. Donc il y a une forme aussi voilà, une fois qu'on s'oriente, qu'on se réoriente aussi vers des formations, il y a une forme de resocialisation aussi quelque part de ces femmes qui étaient peut-être éloignées pendant un moment d'un job parce qu'elles ont élevé leur enfant, parce qu'elles étaient parties sur d'autres idées, d'autres activités, on va dire. Et là, il y a une remise en confiance, il y a... Alors, pas tant, parce que nous, on n'accompagne pas celles qui sont trop éloignées de l'emploi. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les femmes qui viennent chez nous pour être accompagnées à la création, elles ont le syndrome de l'imposteur, elles ont l'impression qu'elles n'y arriveront pas parce qu'elles sont moins bonnes que d'autres. Et ce qui est sûr, c'est qu'elles repartent gonflées à bloc et sûres de leur capacité à entreprendre. Alors, quelle est l'actualité de votre association? Eh bien, là, on a créé des nouveaux programmes pour les entrepreneuses de plus de 3 ans et de plus de 5 ans, qui sont Bloom et Booster, sur lesquels on travaille beaucoup, ce qui nous permet d'être présents à toutes les étapes de la création, autant de la porteuse de projet que celle qui veut monter en compétences ou passage à l'échelle. Donc, on est en train d'essayer de pouvoir couvrir toutes les étapes de la création. Un dernier message peut-être à faire passer aux personnes qui vous écoutent? Osez créer, allez-y, ayez confiance et surtout poussez la porte des structures d'accompagnement, des réseaux, venez nous rencontrer, venez nous voir, n'hésitez pas, et c'est en allant voir et rencontrer les structures que vous choisirez, celles qui vous correspondent mieux. Et puis aussi, comme on le sait, 3 entreprises les entreprises qui ont le plus de chances d'être pérennes sont celles qui ont été accompagnées. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner et à venir chercher tous les outils dont vous avez besoin. Voilà, ça c'est le maître mot aujourd'hui, hein, l'accompagnement, oser, ne pas rester seul. Voilà le message qu'on peut retenir. Alors, cette association Force Femmes, on le disait, s'adresse notamment aux femmes de plus de 45 ans. Alors, elles ont beaucoup moins les personnes que je vais vous présenter maintenant, en témoignage d'entrepreneurs, Laure Jost et Leslie Keller, qui sont avec nous cet après-midi. Alors, ce sont deux amis de longue date. Alors, alors j'en vois qu'une là, mais enfin, les deux sont là, mais quand on en a vu une, on a vu l'autre parce qu'elles se ressemblent comme deux sœurs, comme deux sœurs jumelles. On pourrait s'y tromper. En tout cas, votre amitié fait que, bah oui, c'est pas un hasard non plus. Alors, 5 ans d'études ensemble à l'ISEC de Strasbourg. Vous avez obtenu votre master justement l'année du Covid. Bon, et puis vous avez réfléchi ensemble et vous avez mis une petite année pour créer votre offre et pour vous lancer votre entreprise. Vous allez nous expliquer, ça s'appelle Koje, K-O-J-E. Pourquoi ce nom et qu'est-ce que vous proposez? Eh ben déjà, bonjour à tous. Bonjour à tous. Pour cette présentation qui est complète, on va dire. Effectivement, on s'est rencontrés toutes les deux pendant nos études et je pense qu'on en discutera peut-être un petit peu après de cette relation qui est un petit peu spéciale et que s'associer avec quelqu'un, c'est aussi un enjeu, on va dire. Bien sûr, on va en reparler. Et effectivement, on a créé notre agence de marketing. On est spécialisé dans l'identité et la stratégie de marque qui s'appelle Koje. Et notre objectif, c'est de s'adresser aux petites structures, c'est-à-dire TPE, PME et indépendants.
parce que durant nos études et même durant nos différents stages ou expériences professionnelles, on s'est rendu compte que beaucoup de choses n'étaient pas adaptées pour les petites structures et on voulait pallier ce manque. D'accord. Alors, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que vous n'avez pas particulièrement été accompagné, en tout cas par les structures dont on peut entendre les présentations aujourd'hui. Alors, sans être de structure d'accompagnement, mais en fait, vous avez quand même toujours baigné dans l'entrepreneuriat, puisque car vous êtes issu de familles d'entrepreneurs, ce sont vos parents qui sont d'ailleurs parce que les plus anciens clients de votre entreprise. Et puis vous, Leslie, vous, c'est votre mère et votre sœur, je crois. Exactement. Donc bon, alors il n'y a pas eu vraiment de structure d'accompagnement. Vous avez baigné dedans depuis toute petite, en fait. Vous êtes des enfants de la balle, comme on dit. C'est un bon résumé. Oui. Non, c'est vrai qu'on n'a pas forcément été accompagnés. Par contre, bien sûr, on s'est rapproché de la CCI. On est allé poser des questions à différents experts comptables, à différentes banques, etc. On a pris énormément de contacts avec différentes personnes pour comprendre aussi les enjeux et les choses dans lesquelles on allait se lancer. Mais comme vous l'avez bien résumé, on a eu la chance d'avoir un entourage qui était issu de l'entrepreneuriat et qui nous a permis d'avoir des réponses directement à nos Justement, vous les avez sollicités souvent. C'était une idée que vous aviez il y a très longtemps. Enfin, en tout cas, on peut dire que vous étiez voué à la création d'entreprise de toute façon, ou alors c'est venu petit à petit et renforcé par le fait de pouvoir en parler, j'allais dire presque quotidiennement avec vos proches. C'était une chose facilitée. Alors, je pense qu'il y a un petit peu des deux. Laure vous en parlera aussi mieux que moi sur cette partie, mais c'est vrai qu'on a baigné dedans. Laure encore plus particulièrement, parce que c'est vraiment ses deux parents qui lui ont mis cette petite graine en tête. Pour ma part, c'est vrai que j'ai beaucoup partagé. Donc, c'était quoi les questions, les sujets auxquels vous vouliez que vos proches, là je pose la question à vous deux, puissent répondre? C'était quoi vraiment les questions importantes? Par rapport à l'entrepreneuriat ou par rapport sur l'entrepreneuriat vraiment avec un grand E? Parce qu'il y a des questions, il y a des personnes qui vous écoutent et qui se disent mais ouais, mais bon, il y a plein de questions. Comment, enfin, c'était quoi vos questionnements? Justement, par où commencer? C'est plutôt par où commencer. Mais je pense qu'on les a tellement vus et on s'est tellement rapprochés de ce monde-là que, au final, je sais pas, tu me diras Leslie, pardon, mais c'est des choses qu'on a fait petit à petit. C'est vraiment, en fait, on s'est dit un jour, c'était quelque chose qu'on avait déjà un peu imaginé dans nos têtes lors de nos études. On s'est toujours dit, tellement ça matchait très bien entre nous pendant les projets, on s'est toujours dit, un jour, on va lancer quelque chose. Et puis au final, l'année de Covid, et très rapidement, en fait, on s'est regardé, on s'est dit, c'est peut-être le moment et on se lance. Et du coup, on a toujours fait... je sais pas, je me demande si c'est pas aussi les cours qui ont fait que et nos personnalités, mais en tout cas, on a toujours procédé étape par étape. On s'est jamais précipité, on s'est toujours dit ça sert à rien de précipiter les choses pour au final foncer dans un mur. Donc vraiment, on a fait étape par étape et comme on l'a dit, on nous a toujours dit de s'entourer. Donc on a fait ce qu'on a pu, comme Leslie l'a déjà dit. Donc c'était plusieurs experts comptables ou à quel moment on sentait le feeling aussi pour les deux personnes, enfin les deux parties. Enfin voilà, ça s'est fait vraiment comme ça au fur et à mesure. Et vu qu'on a des études dans le marketing, etc., donc on savait à peu près par où passer ou par où commencer, en tout cas pour tout ce qui est offre, etc. Donc, je ne sais pas si Leslie, tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à ça. Mais moi j'ai envie de vous poser la question parce que est-ce que c'est différent en étant justement
jeune femme, comme vous deux, d'être peut-être un petit peu plus réfléchi, d'avoir pris votre temps pour étudier, analyser la situation, plutôt que peut-être le gars qui va aller foncer bille en tête avec son projet. Il y a peut-être une spécificité féminine peut-être là-dedans aussi. Il y a peut-être surtout la complémentarité, je pense, de nos deux personnalités qui a fait que, Laure le disait à juste titre, on s'est entouré, mais c'est vrai qu'on était aussi deux, donc c'était plus facile pour échanger au quotidien. Vous êtes partagé le boulot, parce que là, donc vous avez créé une SARL, donc Société à responsabilité limitée. On l'a vu dans les tables rondes précédentes avec des créations quelquefois d'auto-entreprises, etc. Vous êtes parti tout de suite sur la SARL et vous êtes à 50-50. Exactement. Donc, ou quelquefois on nous dit il faut un chef. C'est un peu ça. Alors, est-ce que vous pouvez juste en 2 mots préciser cette notion justement 50-50? Pour vous, c'était évident de créer à part égale cette entreprise, mais il faut un chef. C'est qui le chef finalement concrètement? Il n'y en a pas? C'est nous deux, Frédéric, c'est nous deux. C'était un objectif de le créer à 50-50, de partager toutes les missions, de partager les responsabilités, de partager les hauts et les bas. Et globalement, ça fait maintenant 2 ans qu'on fonctionne comme ça. Et je pense qu'on ne regrette pas notre choix, si je ne veux pas parler en ton nom, Laure, mais c'est raison. qu'on a pu avancer et qu'on avance aujourd'hui. Alors, Laure, est-ce que vous avez justement des points importants sur lesquels vous vouliez avoir des réponses et finalement où ça a été compliqué finalement dans tout ce processus de création? C'est vrai qu'on a tenté plusieurs fois et c'était très compliqué d'avoir des retours et des rendez-vous. Donc c'est vrai que, comme je le disais avant, on a vraiment compté l'une sur l'autre, procédé étape par étape et enchaîner des rendez-vous de personnes qui ont déjà créé justement aussi pour avoir un peu leur retour, pour savoir un peu comment ils ont procédé. Et du coup, ça s'est fait comme ça, très naturellement en fait. C'est vrai qu'on ne connaissait même pas forcément tous les organismes qui existaient, les associations. C'est souvent après coup et une fois qu'on était passé par certaines étapes qu'on a découvert qu'on aurait pu être accompagné, qu'on aurait pu échanger sur le sujet. Et c'est pour ça que un événement comme aujourd'hui est aussi très agréable, parce que ça permet de mettre de la lumière et de la visibilité sur des acteurs qui sont importants. En quoi ça pourrait faire justement la différence sur quel type de sujet? Quel point vous semble important? Parce que vous êtes lancé, voilà, je le répète encore une fois, seul, on l'a compris, mais qu'est-ce qui vous manque peut-être encore aujourd'hui et qu'est-ce qui pourrait vous aider? Vous êtes convaincu, bien sûr, du fait d'être toutefois, il est véritablement fondamental de se faire accompagner, mais sur quel type de points aujourd'hui? Quel type de sujet? Oui. Vas-y, Leslie, c'est dit. Non, je t'en prie. Je pense, et tu m'as dit, Leslie, mais il y a des aspects tels que la comptabilité ou l'expert, enfin nous en tout cas pour l'aspect du coup SARL, etc. On n'avait pas le choix que d'être, enfin je pense qu'on a bien fait de s'entourer sur cet aspect-là, donc la partie juridique aussi, parce que malheureusement nous aussi on a vécu des choses qu'on ne pensait pas vivre, je pense. Oui, parce que je précise ça rapidement pour faire court, mais c'est vrai qu'avant Coj, ça s'appelait Double Point. Vous avez fait un dépôt de marque. Vous avez été attaqué par une grande multinationale pour le nom, puisque eux s'appelaient Point et vous Double Point. Mais en fait, vous n'aviez pas le double de point. Vous avez abandonné, vous avez jeté l'éponge, je dirais, faute de moyens et de temps certainement, pour pouvoir justement continuer tout simplement en changeant de nom. Mais c'est un point important si vous aviez peut-être été accompagné, d'avoir vraiment une structure qui aurait pu vous épauler, vous donner des conseils là-dessus.
Totalement, je pense que c'est vraiment l'aspect juridique, légal, la partie financière, comptabilité, où c'est souvent un petit peu flou. C'est vraiment à ces moments-là où on a besoin d'explications, on a besoin de choses concrètes et d'avoir un contact direct pour pouvoir poser ces questions. C'est vrai que c'est cette partie-là et même on découvre encore des choses un petit peu tous les jours. Oui. Donc, alors justement, poser ces questions. Il y a une question pour vous deux. Oui, une excellente question de Victorine. Quels ont été vos principaux obstacles au démarrage et comment vous vous en êtes sortis? Ben voilà. Alors, il y en a plusieurs. Il y a justement cette histoire du changement de nom qui est survenue pendant notre première année. Donc, c'est vrai qu'on était à peine lancé, mais déjà avec un beau dossier accroché à nous. Donc, ça, c'était un obstacle, oui, mais insurmontable, non. Parce que pour le coup, initialement, on a essayé de faire des retours parce qu'on avait la possibilité de contrer, parce qu'on était dans une bonne position. Dans la bonne position pour le faire, sauf que ça pouvait engendrer certains frais qu'on ne voulait pas dépenser. Parce qu'on était dans notre première année et donc on a décidé de changer au bout de la deuxième année, donc démarrage de la deuxième année, ce qui a été pour nous aussi un deuxième élan. On avait pu expérimenter nos services, expérimenter notre expertise pendant un an et on avait pu prendre la confiance nécessaire pour se lancer correctement dans une deuxième année avec une identité de marque, un nom, un nouveau nom qui nous correspondait encore plus et qu'on est contente de porter aujourd'hui aussi. Et justement, alors comment vous voyez l'avenir de votre entreprise aujourd'hui? Vous vous développez, bien sûr. C'est certainement embauché, peut-être, sans doute? Alors, potentiellement, c'est vrai que dans notre objectif, on fait des accompagnements très personnalisés avec beaucoup de proximité client. L'objectif, ce n'est pas d'avoir un grand nombre de clients, mais au contraire, d'avoir un accompagnement qui est qualitatif. Donc, on est limité en termes de place parce que pour l'instant, on n'est que 2. Et oui, l'objectif serait de pouvoir agrandir l'équipe au fur et à mesure, mais on préfère prendre bien nos marques pour pouvoir intégrer au mieux une nouvelle personne par la suite. D'accord, donc se faire accompagner, on apprend en marchant, j'imagine aussi, hein, bien sûr. Oh oui, beaucoup. Un dernier message peut-être à faire passer à celles et ceux qui nous écoutent? L'entrepreneuriat, c'est une aventure, mais elle est vraiment belle. Et comme ça a pu être mentionné avant, s'entourer, c'est très important. Oser échanger des choses qui nous font peur. Et les obstacles ne sont pas insurmontables. Laure, et quand il y a problème, il y a toujours solution. Sinon, ça veut dire qu'il n'y en a pas de problème. D'accord. Merci beaucoup à vous deux. Bravo. Merci à vous. Et puis longue vie à votre société Coge. Merci. On vous suivra également. Alors, bien sûr, chef d'entreprise, c'est une implication souvent totale. Hein. C'est beaucoup de temps, on le voit, c'est de l'énergie, ce sont des sollicitations et c'est aussi beaucoup de stress. Et cela, malheureusement, peut aboutir sur un burn-out. Alors, Anne-Sophie Vive, vous êtes directrice de l'association Les Burnettes. Voilà, vous avez avec beaucoup de les burnettes, hein, sinon ça sonne moins bien, mais les burnettes, oui, c'est ça, les burnettes, oui. Bien sûr, communauté de femmes qui parlent de façon décomplexée de leur burn-out pour lever les tabous. Alors, c'est une association qui a été créée en 2019. Et puis après ça, il y a eu le Covid et qui a été une période particulièrement intense d'ailleurs pour ce sujet. Alors expliquez-nous comment est née cette association. Alors déjà, j'étais ravie de pouvoir revoir l'APEC et Force Femmes avec qui on travaille sur Bordeaux. Par rapport au sujet Elles s'épanouissent, on peut se demander pourquoi on aborde le burn-out sur cette thématique-là. Faut savoir que le burn-out, ça peut être aussi une très belle opportunité de refixer un équilibre de vie, un nouveau chemin de vie quand celui qu'on menait n'était pas le bon et qui nous a poussé au burn-out. Donc c'est un peu aussi le chemin qu'on amène à
qu'on amène en fait nos bénéficiaires à franchir avec nous pour qu'enfin elles puissent s'épanouir dans un nouvel équilibre à la fois pro et perso. Et voilà, c'est un peu la vocation de l'asso. Alors l'asso, elle est née en fait, vous en avez parlé, de cette communauté d'entraide entre femmes en burn-out, des femmes qui avaient vécu en effet un burn-out, principalement pro, mais aussi parfois parental, et souvent un mix des deux aussi, parce qu'on parle beaucoup du burn-out pro, mais on parle moins de ce qui n'est pas de la sphère professionnelle. Or, le stress chronique peut arriver d'autres sources également. Donc, nous, on va s'occuper vraiment de tous les types de burn-out. Et ces femmes qui donc avaient essayé de mener à la fois une carrière, d'avoir des enfants, d'avoir la casquette de mère, de femme, de travailleuse, avec des injonctions en fait de perfection dans tous les domaines et qui avaient fini par s'effondrer. C'était vraiment voilà l'idée de lever le tabou autour de ce sujet. Donc, cette communauté a grandi et cette communauté c'est donc a fait la rencontre de chercheurs, de professionnels du burn-out pour créer l'association qui s'appelle l'association L-Burn, pour créer donc des protocoles d'accompagnement des femmes en burn-out. Donc on accompagne vraiment de l'effondrement jusqu'à la remobilisation professionnelle des femmes en burn-out. On a quelques Alors, ce hommes. ne sont pas oui, vous avez quelques hommes aussi, mais ce ne sont pas forcément des femmes chefs d'entreprise. Non, on n'a pas forcément que des femmes chefs d'entreprise. Il faut savoir quand même qu'il y a une forte représentation des cadres en matière de burn-out, donc des professions particulièrement à risque. Cadres, et c'est vrai que par contre pour des femmes entrepreneurs notamment le fait de faire un burn-out, souvent le burn-out est parfois plus sévère parce que c'est des personnes qui ne s'autorisent pas à s'arrêter parce qu'elles n'ont pas forcément de protection sociale derrière. Et du coup, le fait de s'effondrer et d'avoir pendant plusieurs mois une impossibilité de travailler et des séquelles, ça peut mettre en péril en fait leur structure et aboutir à des liquidations. Donc c'est un enjeu extrêmement important aussi de prévention, de repérer les signes précurseurs parce que un effondrement de burn-out peut être très long et avoir des énormes répercussions en termes de réinsertion. Alors, l'objectif, reprécisez-nous un petit peu l'objectif de cette association. Ce sont des protocoles d'accompagnement, c'est ça, post-burnout, adaptés vraiment aux besoins des victimes. C'est ça, en fait, ce que vous proposez. C'est ça, c'est à la fois des accompagnements individuels et collectifs. En fait, à chaque stade de reconstruction, voilà, que ce soit de l'effondrement, on va aider les personnes souvent à accepter l'arrêt parce qu'une personne en burn-out souvent refuse d'être arrêtée. Accepter l'arrêt, s'assurer qu'elle a bien une prise en charge médicale, bilanter si besoin avec nos psychologues. Et ensuite, sur chaque stade de reconstruction, au début, on va les aider justement à faire en sorte qu'elles puissent se reposer, parce que c'est la première phase, se reposer, dormir, se couper de tout ce qui pouvait être anxiogène pour elles, tout ce qui peut être stressant et parfois du domaine professionnel. Pour les parents, ça peut être plus compliqué parce que c'est parfois une mise à l'écart parfois de la famille. Et donc, il y a cette première phase. Et puis ensuite, on va les amener en fait petit à petit à sortir de chez elles et à se resocialiser, à baisser leur rumination, à aller sur d'autres activités hors professionnelles pour qu'elles puissent baisser les ruminations, baisser l'anxiété avec des approches psychocorporelles, avec des approches de psychoéducation pour comprendre ce qu'elles vivent. Mais également, ça peut être aussi une mise à disposition d'informations. Donc, on a par exemple la CARSAT, la médecine du travail qui viennent leur donner des informations jusqu'à la phase de remobilisation professionnelle. Et donc ça, c'est un stade qu'on évalue avec elles, là où elles peuvent passer ce stade-là. On va les remettre en activité pour qu'elles se retestent professionnellement, en fait. C'est-à-dire que dans le cadre de l'association, sous la supervision de psychologues, de coachs et d'un dispositif de tutorat de pair aidance, elles vont se retester sur des tâches semi-professionnelles et analyser, en fait, comment elles se sentent avec la tâche de travail. Quand on a fait un burn-out, on peut avoir pas mal de phobies, d'anxiété liées au travail, parfois du trauma lié au travail, qui vont empêcher le retour de façon sereine dans l'emploi. On peut avoir de l'hyperfatigabilité, beaucoup de troubles cognitifs, et donc ça permet de faire un état des lieux avant de partir sur le dispositif d'insertion, avant de se reprojeter professionnellement sur un projet, mais de faire un état des lieux post-burnout, qui je suis,
qu'est-ce que je suis en capacité de faire, comment je réutilise mes compétences et qui je veux être demain et qu'est-ce que je veux faire demain. Voilà, donc, en fait, c'est tout un accompagnement qui amène jusqu'à la réinsertion professionnelle, mais quelquefois qui peut être progressive. C'est ça, vous allez travailler aussi avec l'entreprise, avec des psychologues du travail, etc., pour pouvoir ramener les personnes progressivement en quart-temps, à mi-temps, jusqu'à plein temps. C'est ça pour les ramener dans le milieu professionnel. Alors, on est peut-être juste l'étape avant, c'est-à-dire qu'après, on va orienter vers tous les dispositifs de droit commun, et notamment, par exemple, s'il faut adapter le poste avec Cap Emploi, on peut travailler avec eux sur le poste. Nous, en fait, on va aller jusqu'au stade de la PMSMP, par exemple, quand on est à Pôle emploi. Qui veut dire ? On a le droit de faire des stages à Pôle emploi qui s'appellent des PMSMP. Et donc, on va les aider justement à faire ce type de stage avant de retourner dans l'emploi, qu'elles se testent pour savoir si elles sont capables de tenir toute une journée, si elles sont capables d'aller revenir dans le monde de l'entreprise. Voilà, se tester. Si elles sont en arrêt, elles peuvent faire des essais encadrés. Et donc là, on est en train de monter des accords avec notamment la CARSAT et la CPAM pour pouvoir faire ces essais avant le retour à l'emploi, parce qu'en effet, le retour à l'emploi pour une personne en burn-out, ce sont des personnes qui sont extrêmement performantes, souvent des personnes qui risquent de se remettre très vite dans une routine de travail, mais il faut une progressivité en fait dans le retour à l'emploi. Il faut une progressivité qui soit en fait bien encadrée avec l'employeur, la médecine du travail, et nous on va former les entreprises à leur expliquer ce qu'est le burn-out, comment on le repère, comment on réintègre une personne qui a fait un burn-out, avec des entreprises en fait qui s'engagent dans une logique d'inclusion et qui s'engagent sur ces thématiques. Ce qui nous a permis aujourd'hui de développer tout un pan aussi de prévention en entreprise, où on crée un peu des sentinelles en entreprise. Comment je le repère? Quels sont les leviers de prévention organisationnelle? À titre individuel, qu'est-ce que je peux faire? Et ce qui nous permet surtout de pouvoir voir des personnes de façon beaucoup plus précoce dès qu'elles ont des signes, avant l'effondrement, parce qu'on sait qu'une fois que la personne s'est effondrée, la reconstruction risque d'être plus compliquée et plus longue. Alors, les personnes qui viennent vous voir sont des personnes qui ont malheureusement qui sont passées par un burn-out, ou est-ce qu'il y a des personnes qui viennent et qui se sentent mal et c'est pour prévenir aussi un burn-out possible? Alors nous, on a commencé sur le post-burnout et de plus en plus, on a des personnes qui viennent, je présente tel signe. Voilà, aidez-nous. Nous, vraiment, il y a un enjeu aussi de prévention. De prévention, de prévention, c'est-à-dire qu'on peut les percevoir, les signes, si on les connaît. C'est pour ça que c'est extrêmement important de se former sur les signes du burn-out et les différentes phases préliminaires à l'effondrement, en fait, pour pouvoir engager une action, en fait. À ce moment-là, il y a certains stades de burn-out en fait où la personne pourra plus s'aider elle-même et donc il faut qu'elle ait une aide extérieure. Donc c'est former non seulement les personnes, mais former aussi les encadrants pour pouvoir repérer chez les autres le burn-out, ce qui n'est pas évident en fait. La personne souvent est dans le déni et la personne va essayer de compenser et le cacher. Donc on essaye de former ça. Donc c'est vrai que de plus en plus on a du monde qui vient en amont. Alors, Second Souffle fait partie du portail du rebond avec un certain nombre de structures, d'associations, et notamment la structure qui fait partie aussi de ce portail, c'est l'Observatoire Amarok et notamment APESA également. Est-ce que vous travaillez avec eux? Oui, APESA fait un formidable travail pour la prévention du suicide, notamment pour les entrepreneurs. Donc, c'est une structure, en effet, vers qui on peut orienter. Alors, comment ça marche concrètement? Vous avez, pour ces personnes, des formations, vous organisez des conférences, des expositions, et vous avez même mis en place des escape games. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que vous proposez. Oui, alors c'est souvent très compliqué de venir dans une entreprise en disant on va vous parler de burn-out parce qu'ils ont un peu l'impression qu'on va mettre le verre dans la pomme. En fait, déjà, on n'a pas un discours stigmatisant. Les derniers chiffres étaient éloquents. On parle parfois de 2,5 millions de personnes en burn-out. Donc, je pense que toutes les structures potentiellement… C'est impressionnant, c'est un chiffre énorme. Alors, les données varient beaucoup parce qu'on n'a pas encore de définition consacrée
du burn-out et c'est aussi un de nos combats de faire reconnaître le burn-out et d'avoir un consensus scientifique dessus. Alors, c'est Escape Game. Donc, il y a 2 animateurs qui se déplacent en entreprise, un game master et un professionnel RPS, c'est ça? Expliquez-nous. Alors, pour l'Escape Game, par exemple, donc, en fait, il y a une phase de jeu, enfin, c'est un serious game, hein, où il va y avoir tout un tas de messages de prévention, en fait, dans les énigmes, en fait. Pour dire un escape game, en fait, c'est on a une mission pendant 45 minutes, on est enfermé dans une pièce, pour le coup, avec un comédien qui va justement faire jouer une scène où les participants, en fait, vont devoir essayer de comprendre ce qui s'est passé pour leurs collègues, en fait. Et donc, ils vont avoir tout un tas d'indices pendant tout l'escape game et ils vont avoir à la fois des messages de prévention, mais dans la phase de débrief après, qui est assurée par des professionnels des RPS, on va aussi RPS, risques psychosociaux. Voilà, des psychologues. On va aussi analyser ce qui s'est passé pendant la phase de jeu dans leurs relations, en fait, et puisqu'ils ont été mis un peu sous pression. Donc, voilà, c'est à la fois un outil très immersif qui permet vraiment de se rendre compte des mécanismes. On leur fait passer aussi, sans qu'ils le sachent, des tests neuropsy pendant l'escape game. Et donc, derrière, ils ont tous les éléments théoriques, en fait, de comprendre comment, ok, on a vu ce qui s'est passé, comment on peut faire dans cette situation-là pour améliorer les choses. Voilà, pour essayer de trouver des solutions dans des situations comme ça. Alors, ce qu'on peut dire, hein, je lisais notamment un témoignage de quelqu'un qui disait, bah oui, c'était super, je me suis senti, j'étais fier d'avoir obtenu un poste que j'attendais, qui correspondait bien à mes compétences, tellement heureuse de cette reconnaissance, et puis, alors j'acceptais tout. Et c'est peut-être ça aussi, hein, cette implication quelquefois à 200-300% qui peut entraîner des problèmes de burn-out. C'est ça sans doute aussi les travers dans lesquels il ne faut pas tomber. Ah, elle a eu, on avait une coupure de connexion chez Anne-Sophie, apparemment. Coupure de connexion. Alors on va continuer. Voilà. Elle se reconnecte. Voilà, oui. Ça y est. Pardon, j'ai juste pas entendu la dernière question. Je suis désolée. Oui, la dernière question. Donc, je faisais référence à un témoignage d'une personne qui disait avoir obtenu le poste qu'elle attendait, qui correspondait vraiment à ses compétences. Elle était heureuse de cette reconnaissance et elle acceptait tout. Et c'est peut-être ça aussi, hein, ce risque dans lequel il ne faut pas tomber, soit en tant que chef d'entreprise ou cadre, effectivement, cette implication à 300% qui peut entraîner un burn-out. Oui, alors… en conclusion à votre message. C'est vrai que c'est d'autant plus compliqué quand on est dans des métiers passion, quand on est extrêmement engagé. Il faut savoir que alors tout le monde peut faire un burn-out, mais les personnes qui sont extrêmement investies, les personnes qui vont être déterminées, qui vont être consciencieuses, ça peut être des profils plus susceptibles de faire des burn-out. Et il faut savoir aussi que beaucoup de personnes en réaction au burn-out qu'elles ont pu vivre vont vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat. Bien qu'elles analysent d'abord, est-ce que c'est en réaction à ce qu'elles ont vécu ou est-ce que c'est une vraie appétence pour l'entrepreneuriat? Parce que c'est pas non plus toujours très simple. Et donc, il faut bien décortiquer ça avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais ça peut être une solution formidable aussi de se créer une nouvelle vie avec un autre rythme, avec nos propres règles. Et c'est vrai que pour rien au monde, moi, je reviendrai en arrière. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. On garde bien sûr toutes les coordonnées. Vous allez les retrouver notamment sur le site de Second Souffle. On passera un maximum d'informations sur les adresses et les sites web correspondant à l'ensemble des invités de cette journée. Merci beaucoup Anne-Sophie Vive pour votre témoignage, pour votre association et tout ce que vous pouvez faire en faveur, soit en pré ou en post burn-out, pour déceler, accompagner les personnes qui en ont besoin. On va terminer cette table ronde avec Jean-François Rieffel, donc, qui est de l'APEC. Bonjour Jean-François. Vous êtes un fidèle aussi de ces événements 24 heures pour rebondir.
alors, quelles sont vos différentes actions, notamment par rapport quel type de projet et quel type de profil de personnes viennent vous voir sur ces agences APEC? Alors, c'est extrêmement large, hein, votre question. Ça va être assez long si je commence à développer, mais on va dire l'APEC, oui, l'APEC accompagne 350 000 personnes environ, hein, par an. 350 000 personnes, oui, mais accompagne sur tous les sujets. C'est la reprise d'emploi, la formation, la création d'entreprise, l'international. Voilà, les sujets sont extrêmement larges. Aujourd'hui, on accompagne environ entre 10 et 12 000 personnes en direct, hein, qui vont avoir un projet de création d'entreprise, tout en sachant que l'APEC accompagne le projet. Hein, nous, on reste sur le projet et ensuite on va rediriger vers les structures qui sont les structures les plus idoines ou les plus en phase avec le besoin. Lorsque, par exemple, Laure et Leslie tout à l'heure parlaient de la problématique qui était de la comptabilité, ben nous, notre rôle, c'est ensuite d'aller rediriger les gens vers les experts comptables, par exemple, qui ont aussi des programmes, voilà, avec une partie gratuite, ensuite une partie préfinancée, une partie financière. Enfin voilà, il y a un certain nombre de choses qui peuvent exister. Donc la chose est assez large. On fait des événements. Alors, l'accompagnement à l'APEC, c'est à la fois de l'individuel et du collectif. Hein. Aujourd'hui, il y a 50 centres sur le territoire, ainsi que l'ultramarin, 1000 consultants en interne. Donc, c'est à la fois de l'individuel et du collectif, mais aussi des événements. Alors, on a fait, par exemple, en juin, une semaine sur l'entrepreneuriat. Plus de 6000 personnes y ont participé. C'était à la fois du présentiel et du distanciel. Et là, tous les sujets étaient vus, hein, un certain nombre de sujets qui ont été déjà abordés aujourd'hui, mais c'était entreprendre dans les QPV. Alors, QPV, quartier prioritaire de la ville. Je suis une femme et je souhaite entreprendre. Je suis senior et je veux entreprendre. Les financements, le microcrédit. Voilà, des sujets étaient extrêmement larges. Donc, la reprise d'entreprise aussi, parce que c'est un sujet, même si on est là aujourd'hui sur la création, mais la reprise d'entreprise peut aussi être une des possibilités dans cet environnement-là. Voilà. D'accord. Alors vous travaillez aussi sur cette égalité homme-femme. C'est un sujet aussi important? Oui, c'est un sujet important naturellement, et l'entrepreneuriat au féminin est un sujet qui est extrêmement important, parce qu'aujourd'hui, si on prend, alors je parle pour nous, hein, je ne parle pas pour les autres structures, naturellement, chez nous, on est quasi sur du 60-40, alors 40% des femmes et 60% des hommes qui vont avoir un projet qui va être un projet de création d'entreprise de façon extrêmement large. Hein. Donc voilà, c'est un projet qui se construit. Et on voit qu'il y a aussi une volonté de plus en plus de jeunes femmes, dont on a l'exemple aujourd'hui, voilà, qui se lancent aussi, hein, sur des projets qui sont des projets. Là, on est sur quelque chose d'accompagnement d'entreprise, mais on est aussi sur des structures, par exemple sur l'impact. Aujourd'hui, l'impact, c'est quoi? C'est aujourd'hui la création d'entreprises dans le domaine de l'environnement, de la planète. Enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans la définition, mais aujourd'hui, oui, mais avec des entreprises qui ont comme on dit, du sens et qui sont voilà, impliquées dans le RSE, vraiment oui. Toutes ces sociétés dites à impact, effectivement, qui sont oui. importantes. Alors, c'est un projet de société, je pense. Très honnêtement, l'impact aujourd'hui est extrêmement important pour les jeunes générations d'autant plus, mais aussi les anciennes générations, parce que souvent on pense que c'est un sujet finalement qui n'intéresse que les générations nouvelles, alors que même les boomers, pour certains, ou les générations X, les générations Y sont intéressés par ce sujet, parce que c'est un sujet qui est clairement primordial. Et on voit qu'aujourd'hui, il peut y avoir un certain nombre de choses qui ont un vrai engagement sur l'environnement, sur l'inclusion aussi, parce que c'est un sujet qui intègre aussi l'impact, hein, l'inclusion, qui est extrêmement importante, qui rejoint du coup l'accompagnement, ou du moins sur la question qui était la vôtre, qui est l'égalité homme-femme. L'égalité homme-femme, avec justement des écarts, notamment des écarts de salaire à fonction égale. Je pense que ce différentiel, vous allez dire, qui commence à se résorber peut-être un peu, mais il y a quoi? On est à 7-8% d'écart à peu près? Alors ça va dépendre, hein, du positionnement dans l'entreprise. Plus vous montez dans l'entreprise, plus l'écart est grand. Bon, comme toujours. Ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est que par rapport aux nouvelles générations, les nouveaux recrutements, l'égalité est plus ou moins là.
on va dire ça comme ça, elle est plus ou moins là, et que le différentiel qui peut atteindre jusqu'à 11, 15, 20% en fonction du poste, hein, c'est toujours pareil, mais la moyenne, vous l'avez mentionné, commence à s'amenuire de plus en plus, on va dire. Enfin, l'idée, c'est qu'elles disparaissent. Enfin, alors ça, c'est mon avis en tant que, je veux dire, homme, parce que je suis aujourd'hui là. C'est quasiment le seul homme depuis ce matin. Voilà, que ça disparaisse. Hein. Je comprends pas encore qu'en 2023, ce soit encore un sujet. Ça, c'est mon avis. Enfin, voilà, mais alors, plus ces femmes sont diplômées, plus l'écart se réduit aussi. Plus les femmes sont pas obligatoirement, c'est vraiment sur le poste. Hein. Alors, plus les femmes sont diplômées, plus souvent elles vont accéder à des postes de direction générale. Voilà. Alors, vous savez aussi bien que moi que au niveau des directions générales, le pourcentage des femmes est plus faible. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui aux alentours de 35-40%. Bon, il y a 10 ans, il était de moins de 10%. Donc, vous me direz, l'évolution est extrêmement importante. Mais on est quand même sur un sujet qui reste d'actualité, malheureusement. Sur la création d'entreprise, si on reste sur la création d'entreprise, aujourd'hui, les femmes restent quand même. A été mentionné tout à l'heure le taux de réussite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus vous êtes accompagné, plus le taux de réussite est important. Aujourd'hui, 3 entreprises sur 5 disparaissent au bout de 5 ans. Et la majorité, quand elles ne sont pas accompagnées, entre 70 et 80% des entreprises accompagnées sont pérennes. Alors, quand je sont pérennes, c'est-à-dire qu'elles dépassent les 5 ans. Donc, c'est une pérennité qui est limitée pour l'instant, si vous voulez, mais c'est ce sujet-là. On sait aujourd'hui, il y a certaines études qui montrent que les entreprises créées par les femmes sont plus pérennes que les entreprises créées par des hommes. Alors, on est aussi sur la règle des 40-60, hein, c'est plutôt 60. Alors, comment on l'explique ça, Jean-François? Alors, je laisserai probablement la parole plus facilement à une psychologue ou à quelqu'un qui pourrait avoir l'idée, mais peut-être, je dis bien peut-être, c'est pas moi qui le dis, mais peut-être, enfin je le dis, mais c'est peut-être parce que une capacité aujourd'hui à aller plus au fond des choses, plus à travailler, plus à aller dans le détail, dans le souci du détail. Et puis aussi, il y a aussi un élément qu'il faut garder en tête, hein, 54% des personnes, des étudiants qui sortent diplômés d'études, ces 54% sont des jeunes femmes. Ouais. Donc il y a aussi ça, c'est-à-dire que il y a aussi cette je pense, cette capacité aujourd'hui à mener un sujet de A à Z, de pouvoir l'analyser, de pouvoir avoir plus d'impact, on va dire, sur la volonté de réussir. Elles osent aussi plus pousser la porte aussi des structures. Hein, je vous disais tout à l'heure, on est on a peut-être un peu moins de femmes que d'hommes, mais elles osent plus. Les questions sont souvent, alors à nouveau, je ne veux pas rentrer dans des images d'Épinal, mais peut-être plus fines, plus recherchées, plus voilà. Moi, je dis souvent dans la création d'entreprise, en fait, il y a vraiment des choses importantes, on va dire des passerelles à vraiment avoir en tête. C'est vraiment l'idée. L'idée est extrêmement importante, mais l'idée en tant que telle ne suffit pas. Et surtout, l'idée ne doit pas être par défaut. Je n'ai pas réussi dans le salariat, donc du coup, je vais créer une structure. Ça ne fonctionne pas comme ça. L'idée doit être vraiment réfléchie. Je dis toujours, on a accompagné un des créateurs du Bon Coin au moment donné où Internet n'était pas développé. Si on lui avait dit votre idée, elle ne tient pas la route, on se serait complètement trompé. Donc l'idée, elle n'est pas là. C'est vraiment de travailler avec les gens sur cette idée, sur la réalité de l'idée, sur la capacité de l'idée aujourd'hui à fonctionner. Il faut aussi, une fois que l'idée est là, c'est pour qui? C'est quoi mon client? Derrière, cette idée, elle va s'adapter à qui? J'ai fait une intervention cette semaine encore et j'ai eu des questions qui étaient oui, mais une fois que j'ai des idées, je fais comment pour trouver des clients? Moi, mon interprétation, c'est quand on se pose les questions, c'est qu'un peu comme dans le théâtre, si on maîtrise pas le texte, on peut pas faire d'improvisation. Ou comme la musique, moi je suis musicien, voilà, c'est un peu cette question-là, quoi. Alors, j'aimerais simplement, puisque le temps tourne, parler des conventions de partenariat que vous avez signées avec Force Femmes notamment et d'autres structures également. Donc, parlez-nous rapidement de cette, puisque Force Femmes est avec nous aujourd'hui. Julie, de quoi il s'agit justement? Vous avez signé les deux parties s'engagent à quelque part à coordonner leurs actions sur le territoire, mais pour faire quoi et proposer quoi?
Oh, de toute façon, ça va être assez simple, on va le dire comme ça. C'est qu'aujourd'hui, c'est la capacité aujourd'hui, quand nous, on accompagne une personne qui correspond finalement au client de Force Fan, c'est pouvoir les orienter vers Force Fan. Force Fan, si on ont des personnes qu'elles accompagnent qui, par exemple, ont finalement un souhait de reprise de salariat, voilà, c'est d'intervenir sur des manifestations, c'est d'animer, co-animer des webinaires. Voilà, on est vraiment sur des interactions et des actions qui sont des actions communes. L'idée, c'est toujours la même chose, c'est d'apporter une réponse à un client. Alors moi, je vais appeler les personnes qui viennent à l'APEC un client. C'est le plus important, c'est vraiment ça. On a une question, l'idée, c'est d'avoir la réponse la plus judicieuse possible par rapport aux besoins. Et du coup, quand on a une personne qui a plus de 45 ans, qui est demandeur d'emploi depuis moins de 2 ans. Alors, il faut savoir qu'à l'APEC, les 3 quarts des personnes qu'on accompagne sont des personnes en activité. Ce n'est pas obligatoirement les personnes qui sont demandeurs d'emploi. Donc, vraiment, c'est sur ce champ-là, c'est pouvoir les rediriger vers une structure idoine qui a une offre de service, qui est extrêmement complète et extrêmement appréciée par les gens qui sont accompagnés par Force Femmes. D'accord, donc Force Femmes, bien sûr, Second Souffle est un partenaire aussi de l'APEC depuis un moment. Et puis, l'APEC est également partenaire avec Social Builder. Dites-en-nous un mot avant de conclure. Oui, alors Social Builder, c'est une structure qui va. On parle du numérique, là, hein, on parle des métiers du numérique. On va accompagner les femmes vers le numérique. Alors, c'est femmes ingénieurs, femmes et le numérique. Enfin, voilà, c'est tout un écosystème aujourd'hui. Voilà. L'idée, c'est aujourd'hui 25% des femmes ingénieurs enfin, 25% des ingénieurs sont des femmes. Mais 25% des étudiantes en école d'ingénieurs sont des femmes. Donc finalement, il y a une corrélation, c'est assez logique si vous voulez. Quand vous avez un chiffre, il peut difficilement modifier. Donc l'idée, c'est aussi beaucoup en amont. Alors là, on est moins sur le sujet, mais la Force Femmes, c'est plutôt former, accompagner des femmes qui sont en reconversion pour les accompagner vers la formation, vers le digital. Tout à fait. Quelle est votre actualité pour conclure peut-être vous en avez peut-être vu ou entendu une publicité avec des gens avec une petite étiquette dans le dos. Voilà, on a lancé cette semaine avec le ministre présent Élan Senior, c'est l'accompagnement des seniors. Hein, c'est donc les personnes aujourd'hui qui ont une problématique à se repositionner dans l'emploi. Le taux de chômage des cadres est extrêmement faible. Enfin, extrêmement faible. Il est faible par rapport à d'autres populations. Et aujourd'hui, oui, c'est quoi on peut dire à peu près c'est 3,2, 3,5, ça va dépendre. Voilà, ça va dépendre. Le chômage des cadres. Hein. Des cadres, oui, des cadres. Par contre, une population qui a une difficulté, c'est souvent des cadres seniors qui ont une difficulté à se repositionner. Voilà, donc l'idée, c'est de les accompagner avec un parrainage, marrainage, voilà, avec quelque chose d'extrêmement poussé, d'accompagnement pour les repositionner, on va dire, sur les rails. Je ne sais pas si c'est le juste terme, mais au moins c'est celui-ci, vraiment. Ok, parfait. Écoutez, grand merci. Merci beaucoup Jean-François de l'APEC. Merci alors et Leslie. Et encore une fois, bonne chance pour votre entreprise. Merci à Anne-Sophie Vive et puis à Julie Mazuet d'avoir été là avec nous pour cette table ronde. Et puis, dans un petit quart d'heure, on se retrouve à 14h15 précise. Inscrivez-vous si ce n'est pas le cas. Et puis, on vous retrouve à 14h15 pour une autre et nouvelle table ronde intitulée « Elles s'entraident ». Voilà, à très vite, à tout de suite. Merci beaucoup encore à vous. Merci pour votre participation. Merci. À très vite, merci. Au revoir, Jean-François. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, merci.